On va faire un résumé de ce qu'on a vu sur les machines à vecteurs de support, les SVM. Donc, dans la version linéaire sans noyau, la fonction discriminante, c'est la même fonction discriminante à laquelle on est habitué. C'est un vecteur qu'on multiplie par notre entrée, possiblement dans une représentation en fonction de base, plus un biais. Ça, c'est ma fonction discriminante. Si c'est positif, je classifie dans la classe C1, sinon dans la classe C2. Puis, résoudre ça, c'est pas aussi facile que, par exemple, la méthode des moindres carrés où c'est juste une question d'inverser une matrice puis de faire des multiplications, des opérations d'algèbre linéaire simple. C'est un problème d'optimisation qu'on appelle un programme quadratique qui est un petit peu plus compliqué. Mais il existe des librairies qu'on peut utiliser pour résoudre ce problème d'optimisation-là. Maintenant, j'ai aussi un hyperparamètre, C. Donc, c'est l'hyperparamètre qui pénalise lorsque je vais violer mes contraintes de marge dans mon problème d'optimisation. Ensuite de ça, on a vu qu'on peut convertir ça sous une forme où il y a un noyau qui apparaît. Donc, ça me permet d'utiliser finalement un modèle qui ressemble à ça, mais qui en fait, la façon dont je vais le calculer, ça va ressembler plutôt à une somme sur n, D-A-N-T-N, de la comparaison entre x, puis chacune de mes entrées d'entraînement xn, plus le biais b. Okay? Donc, c'est cette forme-là, en fait, que je vais utiliser lors de la classification. Okay? Ça me permet d'utiliser un noyau. C'est encore un problème de programmation quadratique où j'optimise les A. Donc, maintenant, mes paramètres, ce que je vais optimiser, c'est les A. C'est la contribution de chacun des exemples d'entraînement à ma solution finale. Puis là, j'ai des contraintes sur les A qui doivent être entre 0 et C, puis cette contrainte-là d'égalité ici. Et une des propriétés du SVM, c'est que plusieurs des AN vont être égales à 0. Puis ceux qui ne seront pas égales à 0, c'est les entrées, les exemples d'entraînement qu'on va appeler des vecteurs de support. C'est eux qui vont être les vecteurs de support. Je n'ai pas vraiment parlé de comment est-ce qu'on obtient B. Donc, j'ai dit comment est-ce qu'on obtient A. On optimise ça. Maintenant, il faut trouver B également. Juste à regarder l'équation 7.36 dans le livre, vous allez voir c'est quoi exactement, comment est-ce qu'on obtient B. Pour moi, l'important, c'est plus que vous compreniez le principe là, que de savoir exactement comment l'implémenter ça. De toute façon, les SVM en général, il n'y a presque personne qui les implémente. Il y a plein de librairies qui existent là, pour les utiliser. Mais pour bien les utiliser, c'est important de savoir exactement comment ils fonctionnent. On a encore le paramètre C. Et la fonction de prédiction, comment je fais une prédiction, encore une fois, c'est C1 si Y de X est plus grand ou égal à 0. Si cette expression-là ici est plus grand ou égal à 0. Puis sinon, c'est C2. Donc, c'est quoi maintenant le lien entre la capacité de mon algorithme et ses différents hyperparamètres? Bien, j'ai mon hyperparamètre C, puis on a dit que plus il est petit, plus la capacité de mon modèle va diminuer. Okay? Donc, la complexité de la solution que je vais obtenir va diminuer avec C. Et dans la version noyau, ben, nos noyaux vont avoir des hyperparamètres. Si je ferais le noyau polynomial, comme pour la régression normale, en fait. Donc, M et C, ça va être mes hyperparamètres. Puis, plus M va être grand, plus la capacité va augmenter. Le lien entre la capacité et le petit c n'est pas vraiment clair. C'est plus M qui contrôle la capacité ici. Puis, si j'ai un noyau gaussien, ben, en fait, c'est le sigma carré qui va contrôler la capacité. Donc, ça contrôle à quel point, quand je fais une comparaison entre un x et un x', je suis sensible à des petites différences ou pas. Okay? Donc, si sigma carré est très petit, ça veut dire que je suis sensible seulement à des très petites variations de x. Puis, aussitôt que x et x' sont assez grands, bien là, la comparaison entre les deux va être égale à exactement 0. Donc, le lien avec la capacité, c'est que si sigma carré est petit, plus il devient petit, plus le modèle va avoir de la capacité, plus je vais pouvoir avoir des surfaces de décision qui varient beaucoup dans l'espace. Donc, c'est avec des sigma carrés très petits que je peux avoir quelque chose comme une surface de décision où, par exemple, j'ai mes points de la classe 1 qui est ici, et puis tout autour, j'ai des points de la classe C2. Bien, si, mettons, effectivement, je devrais prédire la classe C1 ici, bien, ça va me prendre un sigma qui est tel que ce x-là est considéré comme étant loin de ce rond-là ici, de cette entrée-là ici. Pour ça, ça va me prendre un sigma carré qui est petit. Ça veut dire que finalement, autour de ce point-là, je vais avoir une gaussienne qui va être très, très petite, très piquée. Plus sigma carré va être petit, finalement, plus les gaussiennes que je vais avoir à chacun de ces points-là ne sera pas large, mais va être plutôt mince.
Et donc, il y a beaucoup de littérature sur les SVM. Une chose qu'on pourrait être intéressé à faire, c'est d'avoir quand même une façon d'obtenir une probabilité qui exprimerait un peu la confiance du SVM dans sa classification. Donc, avoir quelque chose comme, c'est quoi la probabilité, si je te donne cette entrée-là, X, c'est quoi la probabilité selon toi que la classe soit égale à 1? Donc, T égale 1, c'est l'équivalent de dire la probabilité que ça appartienne à C1. Puis, ce qui est décrit en plus de détails à la fin de la section 7.1.1, c'est qu'essentiellement, tout ce qu'on fait, c'est que sur notre ensemble de validation, on va prendre notre SVM, puis on va lui faire calculer ses Y de X. Puis là, par-dessus ça, on va entraîner une régression logistique qui va prendre les Y de X, puis qui va essayer de prédire les vraies cibles. Donc, ça va apprendre finalement juste un poids A, puis un biais B sur ces données additionnelles-là, qui va nous permettre de convertir les Y de X sous la forme d'une probabilité qui est normalisée, qui est entre 0 et 1. En anglais, on appelle ça le plot scaling. Donc, pour en savoir plus, voir la section 7.1.1. Puis, c'est possible de prendre un SVM et d'en faire un algorithme de régression plutôt que d'un algorithme de classification, donc prédire une cible qui appartient au réel. En fait, l'idée, c'est que, d'une certaine façon, on va faire l'opposé de ce qu'on faisait avec le SVM pour la classification. En SVM de la classification, je vais avoir une marge telle que il n'y a pas de points dans cette marge-là. Tous les points sont hors de cette marge-là et puis sont du bon côté de la surface de décision. En régression, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va vouloir que les points d'entraînement se trouvent dans la marge autour de mon Y de X. Donc, se trouve pas trop loin, pas plus loin qu'un certain epsilon, qui serait ma marge dans ce cas-ci, de ma prédiction Y de X. Donc, c'est possible d'attaquer le problème avec ce même idée de marge-là, mais adapté au concept de régression. Ça, pour en savoir plus, allez voir la section 7.1.4.